On va faire le TD de catabolisme énergétique. C'est un TD que je trouve extrêmement facile, mais en fait c'est facile si vous connaissez un minimum votre cours, voire extrêmement bien votre cours. Si vous n'avez jamais ouvert votre cours, ça va être un peu difficile à suivre, mais bon, peut-être que vous allez apprendre des choses parce que j'ai essayé d'être la plus inclusive possible en mettant des rappels, donc c'est à voir. Mais par contre, vraiment, il faut apprendre. Pour ce TD, en fait, on avait le droit d'utiliser nos supports de cours, mais aux examens, il faudra apprendre la glycolyse, la spirale de Linén et le catabolisme du glycérol. Bon, on va commencer par l'exercice 1 sur la glycolyse. Question 1, on va faire les bilans de la glycolyse en milieu aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, et anaérobie, en absence d'oxygène. Donc question 1A, écrire le bilan de la dégradation d'une molécule de glucose en pyruvate, à la fois en aérobie et anaérobie. On va faire deux bilans. Pour ça, il faut connaître la glycolyse avant tout. Et je l'ai remis de ce côté-là. Alors, je vais vous donner la réponse pour le bilan en présence d'oxygène. En présence d'oxygène, on voit qu'un glucose donne 2 pyruvates. Pourquoi ? Alors, regardez la glycolyse. On part du glucose. On suit ces chaînons-là et on atterrit sur cette molécule, le fructose 1,6-phosphate. Il va subir une rupture de squelette par rétroaldolisation. Il va se casser en deux, molécules juste ici complètement différentes. Et ça fait que la glycolyse, elle va suivre ce chemin-là pour former un pyruvate et aussi ce chemin-là qu'il ne faut pas oublier pour former un autre pyruvate. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 pyruvates qui sont formés. Même justification pour 2 NADH plus H+. On voit bien que quand on suit ce chemin-là, on a un NADH qui a été formé et quand on suit à partir de là, un deuxième NADH a été formé. Voilà. Ensuite, on voit qu'un glucose donne 2 ATP. Pourquoi ? Alors, on voit que quand on suit ce chemin-là, il y a 2 ATP qui ont été formés. Et quand on suit ce chemin-là, on a encore 2 ATP qui ont été formés. Donc en fait, il y a 4 ATP qui ont été formés. Mais en fait, on va en garder que 2. Les 2 autres, en fait, ils vont servir à recommencer la glycolyse. Parce que les premiers chaînons de la glycolyse demandent de l'ATP. Est-ce que vous me suivez ? Si oui, c'est OK. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on a 2 ATP formés et pas 4. Parce qu'on a besoin de 2 ATP pour recommencer la glycolyse, donc on en garde 2. Ensuite, pour le bilan en absence d'oxygène. Alors, on voit qu'un glucose produit de lactate. C'est pas précisé sur le schéma, mais je vais le faire. Quand il n'y a pas d'oxygène, le pyruvate il se transforme en lactate par réduction. Donc on va réduire le NADH en NAD+, ici. Donc en fait ce qui se passe c'est que on va suivre ce chemin-là, un lactate produit, et ce chemin-là, 2 lactates produits. Donc voilà, on n'a pas de NADH en fait. Quand on suit ces deux voies-là, on voit qu'il y a 2 NADH qui ont été produits. Donc on va les garder, ces NADH. Mais en fait, on a besoin de ces 2 NADH pour pouvoir réduire le pyruvate, les 2 pyruvates qui ont été faits, en 2 lactates. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de NADH. Je vais réexpliquer si c'est pas clair. On fait cette voie-là jusqu'au lactate. On fait cette voie-là, on a un NADH. On fait cette voie-là, on a 2 NADH. Mais ces 2 NADH, ils vont servir pour réduire le pyruvate en lactate. Les 2 pyruvates en 2 lactates. Voilà. Ensuite, question A2. On va écrire les bilans en tenant compte de la régénération des coenzymes redox réduits, c'est-à-dire NADH et FADH2, quand ils sont régénérés via la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc je vous ai mis un rappel. Quand un NADH se régénère en NAD+, il produit 3 ATP. Quand un FADH2 se régénère en FAD, il donne 2 ATP. Donc du coup,
En présence d'oxygène, le bilan en ATP, c'est... alors, on a bien 2 NADH, donc ils sont là, les 2 NADH, fois 3, parce qu'un seul NADH donne 3 ATP, pour rappel, donc on en a 2 fois 3, plus 2 ATP qu'on a ici. Voilà, présence d'oxygène. Donc ça fait que on fait 2 fois 3, ça fait 6, plus 2, ça fait 8 ATP. C'est ça le bilan en ATP en présence d'oxygène. En absence d'oxygène, on voit bien qu'on n'a aucun coenzyme redox réduit, on n'a aucun FADH2, on n'a aucun NADH. Donc en fait, le bilan, c'est 2 ATP, tout simplement. Et voilà. Donc en fait, la question B, elle nous demandait juste de réécrire les réactions, du coup, en présence d'oxygène et en absence d'oxygène, compte tenu des coenzymes redox réduits. Donc on a juste à reprendre tout ce qu'on a fait. En fait, on résume tout ce qu'on a fait. Donc 1 glucose plus 8 ADP plus PI donne 2 pyruvates et 8 ATP, comme on l'a calculé ici. En absence d'oxygène, 1 glucose plus 2 ATP plus PI donne 2 lactates, comme on l'a vu ici, plus 2 ATP, comme on l'a calculé, enfin, on l'a pas vraiment calculé, on l'a déterminé ici. Voilà, et pour répondre à la question, en fait, fallait dire que le bilan ici en ATP, il reste inchangé en anaérobie parce qu'on n'a aucun coenzyme redox réduit, comme je l'ai dit, à régénérer après la glycolyse. On n'en a aucun, donc le bilan en ATP il reste inchangé. C'est pas pareil par rapport en aérobie. Voilà, on a fait la question 1. On va passer à la question 2. Alors celui-là, je vais le faire extrêmement rapide parce qu'en fait, pour cette question-là, il fallait juste ouvrir son cours et faire un copier-coller du cours. Ça, c'est le chaînon 6 et 7 de la glycolyse. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous avez juste à ouvrir votre cours, c'est exactement la même chose. Donc voilà, si vous voulez, je vous explique vraiment vite fait. On a une oxydation ici parce qu'on passe d'un degré de fonction 2 à un degré de fonction 3. Et on voit que ici, par rapport à ici, il y a un P qui s'est ajouté. Donc il y a eu une condensation. Donc c'est une réaction couplée, oxydation plus condensation. Voilà, je vous ai noté la correction ici, vous pouvez prendre une capture d'écran. Du coup, de ce côté-là, ce qu'on a, c'est une réaction couplée hydrolyse plus condensation, un simple transfert, et c'est réversible. Voilà, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que c'est du cours vraiment. Et voilà, la question B, elle demandait comment on explique la formation de l'ATP. En fait, c'est parce qu'on a hydrolysé une fonction condensée de haute énergie. Et quand on fait une hydrolyse d'une fonction condensée de haute énergie, ça libère beaucoup d'énergie et ça permet de faire la condensation de ces deux-là, ADP plus PI, pour former de l'ATP. Voilà, tout simplement. Voilà, si vous voulez faire une capture. Hop. Ensuite, on passe à l'exercice 2. On a un diglycéride. Ce truc-là, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est composé d'un glycérol, la partie hydrophile, et sur ce glycérol, il y a 2 acides gras qui sont accrochés. Diglycéride, 2 acides gras. S'il y avait 3 acides gras, ça serait un triglycéride. Donc du coup, voilà, c'est ça, un diglycéride, un glycérol plus 2 acides gras. Mais par contre, il faut qu'on compte combien chacun de ces acides gras possède de carbone, parce que ça change tout. Donc, alors, celui-là, il possède 1, 2, plus 16, ça fait 18 carbone. Celui-là, 1, 2, 3, 4, plus 5, ça fait 9, plus 7, ça fait 16. Donc celui-là, c'est un acide gras à 16 carbone. Hop, je vais remettre la solution. Voilà. Donc en fait, la question, elle nous demande, on a un diglycéride, quand on le dégrade, à la fin, on a combien d'acétyl-CoA? On a combien de coenzymes redox réduits? On a combien d'ATP? Donc c'est ce qu'on va faire tout le long de cette question. En fait, pour faire ça, il faut qu'on décompose le tout. En fait, on va faire le bilan de ça, le bilan de ça et le bilan de ça. On va les additionner et ça va nous donner le bilan de tout ça. Alors, on va commencer par le glycérol d'abord.
Pour ça, il faut connaître du coup le catabolisme du glycérol. Et il me semble qu'il ne nous l'a pas montré en CM, ça me dit rien du tout. Mais il nous l'a montré en TD, donc je vous le remets juste ici. Vous pouvez faire une capture d'écran. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Il me semble qu'on a un espèce de transfert. Et ici, on a une oxydation. Donc, en fait, le glycérol, il va rentrer... je ne sais pas si vous vous souvenez de ce diapo. On a la glycolyse ici. Et le glycérol, en fait, il entre dans la glycolyse. Et il entre dans la glycolyse à partir du DHP. Vous vous rappelez, je vous avais dit que le fructose 6-phosphate, il se casse en 2 molécules. Donc, le glycérol, il va faire des réactions pour se transformer en DHP, pour pouvoir se dégrader et partir d'ici pour former du coup un pyruvate et former de l'acétyl-CoA. Donc, alors, je vous donne la solution. Alors, pour un glycérol, on a un acétyl-CoA formé et un CO2 formé. Pourquoi? En fait, comme vous pouvez le voir, on a bien un acétyl-CoA qui a été formé, pas deux parce qu'on ne fait pas cette voie-là, juste cette voie-là, un seul acétyl-CoA formé, et on a un CO2 formé parce que le pyruvate, pour se transformer en acétyl-CoA, il doit subir une décarboxylation oxydative. C'est-à-dire du coup qu'il va faire une rupture de squelette, une oxydation et une condensation. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec les coenzymes TPP, LIPS, FAD. Donc du coup c'est pour ça qu'on a un CO2 qui a été formé. Pardon, il y a du bruit chez moi. Alors, et du coup on a dit voilà, un acétyl-CoA formé et un CO2 formé. Il y a 3 NADH formés parce qu'on a 1, 2 et 3 NAD+, qui ont été utilisés. Donc on a bien une formation de 3 NADH pour passer du glycérol, transformation jusqu'à acétyl-CoA. Et on a un ATP qui a été formé en fait, comment dire, il y en a 2 ici, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y en a 1 sur 2 qui va être utilisé pour recommencer la glycolyse. En fait, cette voie-là, elle va faire 2 ATP, et cette voie-là, elle va faire 2 ATP. Lui, ces 2 ATP, il y en a 1 sur 2 qui va être utilisé pour recommencer, et lui aussi, pareil, 1 sur 2 qui va être utilisé pour recommencer. Donc maintenant, après avoir fait le bilan pour le glycérol, on va faire le bilan pour les 2 acides gras. Alors pour rappel, un acide gras, quand on le dégrade, ça forme N plus 1 acétyl-CoA, N-NADH plus H+, et N-FADH2. Ce N, qu'est-ce qu'il représente en fait? C'est le nombre de tours de spirale de Linen. En fait, je vous ai remis l'acide gras à 18 carbone ici. Et pour le dégrader, cet acide gras, on va faire plusieurs fois la spirale de Linen. Donc, pour le dégrader, on va faire un tour de spirale de Linen. Donc ça forme un acétyl-CoA. Ensuite, on va faire un deuxième tour, 2 acétyl-CoA. 3 tours, 4 tours, faut couper tous les 2 carbones, 5 tours, 6 tours, 7 tours, 8 tours. Donc 8 tours. Et 8 tours, c'est N. Donc voilà, on l'a dans notre formule. Donc le N, c'est 8. 8 plus 1, on a 9 acétyl-CoA. On peut vérifier ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acétyl-CoA qui ont été formés. Ensuite, du coup, on remplace N par 8, 8 NADH plus H+, et 8 FADH2. Voilà, tout simplement. On a trouvé le bilan pour l'acide gras qui a 18 carbone. Ensuite, maintenant, faut faire la même chose, mais pour l'acide gras qui n'a seulement 16 carbones. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. On a 7 tours. Donc on fait 7 plus 1, ça fait 7 acétyl-CoA. 8 acétyl-CoA, pardon. Et du coup ici on a 7 NADH plus H+, et 7 FADH2. En fait, pas vraiment.
On n'a pas 7 FADH2 parce que faut bien regarder sur l'énoncé, on a une insaturation. Et quand on a une insaturation, on enlève -1 pour FAD. S'il y avait 2 insaturations, genre une ici, je sais pas moi, bah on enlève -2 FAD. Donc du coup, faudra pas oublier, j'ai mis attention, une insaturation c'est N-1 pour FAD. Donc 7 moins 1, ça fait 6 FAD. H2. Voilà la réponse. Voilà, je l'ai écrit, 7 moins 1, ça fait 6 FAD, parce qu'il y a une accenturation. Si on avait 2, on aurait fait 7 moins 2. S'il y avait 3 accenturations, je sais pas moi, 7 moins 3. Voilà. Donc maintenant, on a le bilan de nos 3 composés. Je l'ai remis, c'est celui-là, je l'ai remis ici pour pas remonter. Donc maintenant, en fait, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est additionner tout ça. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, du coup, on a 18 acétyl-CoA. Pourquoi ? Parce qu'on a 8 plus 1, ça fait 10, plus 8, ça fait 18 acétyl-CoA. Il ne faut pas oublier le CO2. Ensuite, on a 18 NADH plus H+. Pourquoi ? Parce que 8 plus 7 plus 3, ça fait 18. Ensuite, on a 14 FADH2 parce que, comme on l'a vu, on a 8 plus 6, ça fait 14. Ici, on n'avait pas de FADH2. Et ensuite, on a un seul ATP comme on l'a vu ici. Voilà, donc on a répondu à la question. Maintenant, dernière question. Ça aussi, c'est facile, vous allez voir. Alors, en déduire le bilan en ATP compte tenu de la régénération des coenzymes redox réduits dans la chaîne respiratoire mitochondriale si tous les acétyl-CoA étaient oxydés via le cycle de Krebs. Bon, c'est la totale, quoi. Alors, du coup, je vous ai mis un rappel. Tout ça, là, cette partie-là, c'est des rappels. Alors, comme on l'a dit, un NADH, quand il se régénère, il donne 3 ATP. Un FADH2, quand il se régénère, il donne 2 ATP. Et un acétyl-CoA, en fait, quand il va rentrer dans le cycle de Krebs, je ne vais pas vous le redétailler, vous le voyez dans votre cours, on peut voir que via les réactions, on a à la fin produit 3 NADH plus H+, un FADH2, un ATP et 2 CO2, parce qu'il y avait des ruptures de squelette par décarboxylation. Alors, du coup, ça fait que quand tout cela, ils sont régénérés via la chaîne respiratoire mitochondriale, on a 3 NADH fois 3 ATP, parce qu'un seul NADH forme 3 ATP, donc 3 NADH fois 3 ATP, ça fait 9 ATP. Donc lui, quand il se régénère, il donne 9 ATP. Le FADH2, il n'y en a qu'un seul, donc 1 fois 2 ATP, ça fait bien 2 ATP. Ensuite, là, il y a un ATP qui est produit naturellement comme ça. Et en tout, du coup, un seul acétyl-CoA, ça donne 12 ATP. Voilà, c'est important à savoir. Donc maintenant, on peut calculer notre bilan en ATP. Alors, du coup, on reprend nos résultats ici. Alors, 18, ça représente les NADH. Donc, on a 18 NADH fois 3 ATP, parce qu'un seul NADH produit 3 ATP, donc on fait fois 3. Donc, 18 NADH fois 3, plus 14 FADH2 qu'on avait ici. 14 FADH2 fois 2, parce que 1 FADH2 donne 2 ATP, plus 1 ATP qu'on avait ici, plus, faut compter les acétyl-CoA aussi, plus 18, on avait 18 acétyl-CoA, fois 12, parce que 1 acétyl-CoA, ça donne 12 ATP. Donc voilà, on a fait ça. Mais on ne s'arrête pas là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est enlever moins 4 ATP. Pourquoi ? C'est un rappel. Alors, je vais dézoomer un peu. Alors, on a le chaînon d'entrée de la spirale de Linén. C'est ça. On a un acide gras qui est dans le cytoplasme. Il ne peut pas rentrer dans la mitochondrie. Donc, ce qu'il va faire, du coup, c'est cette réaction pour se transformer en acyl-CoA. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, il va utiliser le coenzyme A pour s'activer. Et en fait, pour activer un acide gras, ça demande de l'ATP. Donc il y aura un ATP consommé et il va se transformer en AMP plus PPI, pardon.
Voilà. Mais l'AMP, il peut pas rester comme ça. Il doit pas rester comme ça. Donc ce qu'il va faire, c'est que c'est une autre réaction. Il va consommer un ATP supplémentaire pour redevenir, pour se transformer en ADP. Donc pour activer un seul acide gras, on a consommé 2 ATP. Mais dans notre exercice, hop, on a 2 acides gras. Donc si un seul acide gras a besoin de 2 ATP, 2 acides gras ont besoin de 4 ATP. Donc du coup, c'est pour ça qu'ici, faut absolument enlever -4. Parce qu'on a 2 acides gras, et pour activer un acide gras, pour qu'il puisse entrer dans la mitochondrie, il faut consommer de l'ATP, et en l'occurrence ici 4 ATP. Donc voilà, le résultat, ça fait 295 ATP. Voilà, tout ça, le bilan, c'est 295 ATP. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura aidé. J'avoue que c'était un peu difficile à expliquer, alors que c'est extrêmement facile. J'espère que vous avez tout compris et que vous aurez une très très bonne note.